Le temps et les roches, toujours dans le chapitre 6, spécialité SVT en terminale. Nous allons passer au cours sur la datation des roches sédimentaires grâce aux fossiles. Les associations de fossiles stratigraphiques, fossiles ayant évolué rapidement et présentant une grande extension géographique, sont utilisées pour caractériser des intervalles de temps. Alors nous avons vu déjà les principes de la datation relative dans les deux autres cours. Nous avons vu à grande échelle au niveau des affleurements comment on pouvait appliquer ces principes, et on a également vu à l'échelle plus petite, à l'échelle des yeux, donc observation à l'œil nu, et au microscope. Donc comment on pouvait également appliquer ces principes. On n'y revient pas, référez-vous si vous voulez aux deux cours précédents. Donc nous allons essayer d'observer une succession d'associations fossiles différentes dans une formation géologique, et nous allons essayer de comprendre comment est construite une coupure stratigraphique, par exemple par l'étude de succession d'ammonites, de trilobites ou de foraminifères. Notre objectif sera de montrer comment des fossiles peuvent être utilisés pour réaliser une datation relative. Donc on a vu les principes, les grands principes, et en parallèle à ces grands principes, eh bien, on peut utiliser également des fossiles. Donc fossiles, pourquoi ? Eh bien, pour montrer l'importance des associations de ces fossiles pour caractériser un intervalle de temps plus ou moins défini. Alors, il y a ce que l'on appelle le principe d'identité paléontologique. Il s'agit là d'une biochronologie. Alors, il postule, ce principe d'identité paléontologique. Il postule que deux couches géologiques qui renferment les mêmes fossiles sont de même âge. Ça paraît logique. Il faut donc disposer de fossiles. Si vous n'avez pas de fossiles, vous ne pouvez pas raisonner en relation avec les fossiles. Donc il faut des fossiles. Donc ce principe ne s'applique donc qu'à partir du moment où des organismes ont été munis de tissus solides, souvent minéralisés et donc susceptibles d'être fossilisés. C'est-à-dire, en gros, depuis le début du Paléozoïque, il y a 542 millions d'années. L'élément de base de la biostratographie est donc le fossile stratigraphique, que l'on appelle également fossile index. Les fossiles stratigraphiques sont, dans l'idéal, des formes bien caractéristiques, c'est-à-dire facilement identifiables, et souvent dites opportunistes. Donc des formes opportunistes, c'est-à-dire ayant une répartition temporelle courte et une répartition spatiale large et peu dépendante des milieux de sédimentation, à l'inverse des fossiles dits de faciès. Une répartition temporelle courte sous-entend qu'il y a une évolution rapide. Une répartition spatiale large est favorisée par le fait de connaître un épisode pélagique au cours de son cycle de vie. Les organismes unicellulaires planctoniques, c'est-à-dire les foraminifères planctoniques, les radiolaires, etc., et tous les métazoaires à larves planctoniques, c'est-à-dire les mollusques et les échinodermes, présentent cette particularité. Donc je répète sans mettre les parenthèses. Les organismes unicellulaires planctoniques et tous les métazoaires à larves planctoniques présentent cette particularité. Des exemples de bons fossiles stratigraphiques sont les ammonites, avec 2 M. Par exemple, vous pouvez avoir l'ammonite du faciès ammonitico-rosso du Jurassique supérieur, que l'on peut comparer d'ailleurs avec le nautile actuel. Alors, il y a une différence à noter entre fossiles de faciès et fossiles stratigraphiques. Donc il y a 2 grands types de fossiles, les fossiles de faciès et les fossiles stratigraphiques. Commençons par les fossiles de faciès, donc un des 2 grands types de fossiles. Il s'agit d'un fossile d'une espèce d'être vivant
liées à un milieu de sédimentation particulier. Par exemple, les coraux indiquent un milieu récifal, c'est-à-dire une eau peu profonde, claire et relativement chaude et bien oxygénée. Leur présence à ces coraux indique un climat de type tropical. Donc ça, c'est pour les fossiles de faciès. Maintenant, passons au deuxième grand type de fossile, le fossile stratigraphique. Il s'agit d'un fossile d'une espèce d'être vivant ayant une grande extension géographique, donc fossile d'une espèce d'être vivant ayant une grande extension géographique, mais ayant une durée de vie très brève à l'échelle des temps géologiques. Un fossile stratigraphique est caractéristique d'une époque géologique délimitée dans le temps. Les fossiles stratigraphiques permettent de comparer l'âge de strates situées dans les régions différentes et donc d'établir, à distance, des corrélations temporelles. Par exemple, les différentes espèces d'ammonites du Toarcien sont d'excellents fossiles stratigraphiques pour délimiter cet étage et établir des subdivisions à l'intérieur de celui-ci. Alors on pourrait définir, et on peut définir en même temps, la notion de biozone avec, pour exemple, celui du Toarcien. Une biozone, donc, avec, pour exemple, cette biozone du Toarcien. Les fossiles stratigraphiques permettent de définir des biozones, donc de découper le temps en chronozones. Selon la définition d'Oppel, O2PEL en 1858, une biozone est un intervalle de temps au cours duquel une espèce caractéristique ou une association d'espèces caractéristiques sont repérées dans les roches sédimentaires. Alors, vous avez les carrières de Vrines, V-R-I-N-E-S, près de Thouars, T-H-O-U-A-R-S, ont été choisies. Donc ces carrières de Vrines près de Thouars ont été choisies comme référence mondiale. On parle de stratotype, donc référence mondiale d'un étage du Jurassique inférieur, le Toarcien, entre moins 183 millions d'années et moins 176 millions d'années. La richesse et la diversité des ammonites, puisqu'il y a 150 espèces au moins, que l'on trouve dans les différents niveaux des carrières, a permis d'établir une chronologie très fine. Dans le Toarcien, Gabilly, G-A-B-I-2-L-Y, a défini 27 horizons caractéristiques, chacun par une ou plusieurs espèces d'ammonites. À noter que certains horizons correspondent à une période de 200 000 ans seulement, ce qui est une précision remarquable pour les roches datant de plus de 180 millions d'années. Alors, voilà, donc là, on passe donc à ces horizons dans le Toarcien que l'on va décrire tout à l'heure. On va essayer donc on va poser une question et on va répondre à cette question un petit peu plus loin dans le cours. Alors, maintenant, nous avons dit que nous travaillons sur la datation des roches sédimentaires grâce aux fossiles. Les fossiles contenus dans les roches sédimentaires peuvent constituer d'excellents indices pour établir la datation relative des terrains. Des précautions sont cependant nécessaires dans le choix des fossiles à utiliser. Alors comment est-ce que certains fossiles peuvent-ils permettre de dater les roches sédimentaires? Alors déjà, essayons de caractériser, de voir du moins ce qu'est un bon fossile stratigraphique. Nous verrons ensuite une association de fossiles stratigraphiques pour affiner les datations, où on fera le lien avec ce que je viens de vous décrire, correspondant à la carrière de Vrines près de Thouars dans les Deux-Sèvres, donc qui est une réserve naturelle nationale du Toarcien. Alors commençons pour essayer de comprendre en quoi certains fossiles permettent de dater les roches sédimentaires. Donc les caractéristiques d'un bon fossile stratigraphique, quelles sont-elles? Eh bien, certaines espèces
Alors, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais là je répète, j'approfondis un petit peu. Je travaille toujours, moi, de manière spiralaire. Ça veut dire que je dis les choses, puis je reprends les choses en affinant un petit peu plus à chaque fois. Donc c'est pour ça que si vous pensez qu'il y a des redites, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Alors certaines espèces fossiles permettent de dater les couches géologiques les unes par rapport aux autres. On les désigne sous le terme de fossiles stratigraphiques. Un bon fossile stratigraphique doit posséder 3 qualités indispensables. Et nous allons prendre des exemples tout à l'heure. Un bon fossile stratigraphique doit posséder d'abord la première propriété, comme quoi il faut qu'il y ait une faible extension verticale dans les strates sédimentaires, ce qui signifie que l'espèce a existé pendant une période géologique relativement brève. Donc faible extension verticale. Verticale, c'est plutôt de génération en génération ou d'un temps à l'autre, alors que horizontale, c'est ce qui se situe, par exemple, sur une même strate ou à un même âge. Admettons, plusieurs endroits qui auraient le même âge, c'est une extension horizontale. Et puis, si on fait intervenir le temps avec différents milieux, on parle plutôt de verticalité. Donc je répète qu'un bon fossile stratigraphique doit avoir une faible extension verticale dans les strates sédimentaires. Et je répète que cela signifie, dans ces conditions, que l'espèce a existé pendant une période géologique relativement brève. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure pourquoi. Deuxième chose, c'est que un bon fossile stratigraphique doit être représenté par un grand nombre d'individus, afin que l'on puisse le trouver facilement un peu partout, ou du moins là où il est à la couche qui le contient. Et troisième qualité d'un bon fossile stratigraphique, c'est qu'il doit avoir une large répartition géographique, ce qui permet aux géologues de comparer l'âge des formations géologiques de différentes régions. Alors, il faut vous approprier ou trouver sur Internet le document suivant, colonne stratigraphique de la colline de Belleville, près de Paris. Colonne stratigraphique de la colline de Belleville, je vais en parler tout à l'heure. Essayez de trouver également quelques foraminifères fréquents dans les strates sédimentaires de Belleville. Donc quelques foraminifères fréquents dans les strates de Belleville, dans les strates sédimentaires de Belleville. Donc trouvez ces documents et ensuite revenez vers moi. Donc vous avez Belleville et on vous montre l'extension verticale de quelques foraminifères. Alors foraminifères, donc on part. La première colonne montre l'altitude en fait, pour aller jusqu'à moins 60. Donc on va de 0 jusqu'à plus 120 et de 0 jusqu'à moins 60. Donc autrement dit, on a une colonne stratigraphique qui va de moins 60 à 120 à peu près, soit 180 d'intervalle total. Donc on part à moins 60 de la craie campanienne pour aller à 120, plus 120 jusqu'au sable de Fontainebleau. Et entre les deux, on vous montre des numulites et des millioles. Donc on va en parler tout à l'heure, mais les millioles, on voit qu'elles vont de moins 60 jusqu'à 120. Donc on les trouve partout. Donc de la craie campanienne jusqu'au sable de Fontainebleau. Ensuite, on vous montre des numulites variolarius, on va en parler tout à l'heure, qui ont une extension quand même assez importante, et d'autres numulites qui ont une extension moins importante, donc ce sera planulatus et numulite laevigatus. On va en reparler tout à l'heure, et on va voir lesquels, est-ce qu'il y a de bons fossiles stratigraphiques, est-ce que numulite laevigatus est un bon fossile stratigraphique,
Oui ou non, on verra tout à l'heure et pourquoi. Est-ce que Numulite planulatus, à votre avis, est un bon fossile stratigraphique? On verra tout à l'heure. Est-ce que les millioles sont des bons fossiles stratigraphiques? La répartition parle toute seule. Et est-ce que les Numulites variolatus sont des bons fossiles stratigraphiques? Un peu comme les millioles, la colonne nous parle bien. On va en reparler tout à l'heure. Ensuite, il va falloir vous procurer, alors avant de vous procurer un autre document, juste quelques petites précisions concernant ces Numulites tout de même, que j'allais oublier. En Île-de-France, certaines strates du bassin parisien sont riches en tests de foraminifères, par exemple des Numulites et les millioles. Les millioles sont des foraminifères marins qui vivaient en eau peu profonde. Leur extension stratigraphique va du Carbonifère, donc à l'ère primaire, jusqu'à l'époque actuelle. Les Numulites, eux, aujourd'hui disparus, vivaient dans les zones latérales, pas latérales mais littorales, au cours de l'ère tertiaire. Il en existe de nombreuses espèces qui diffèrent par la taille, la forme, l'aspect des surfaces, l'allure des cloisons de leurs tests. De nombreux bancs de calcaire à numulite existent aussi dans le sud de la France, ainsi qu'en Espagne, en Indonésie, etc. Le plus prestigieux de tous, donc de tous ces bancs calcaires, est certainement le calcaire à numulite extrait des carrières proches du Caire, en Égypte, utilisé dans la construction de la grande pyramide de Khéops. Ensuite, nous allons essayer d'associer les fossiles stratigraphiques pour affiner les datations. Alors, je vous propose de rechercher sur Internet les documents suivants. Premier document, donc vue générale de la carrière de Vryn. Vue générale de la carrière de Vryn. Ensuite, autre document, 3 espèces d'ammonites de Thouars, Thouars. Donc vous allez essayer de trouver Ildoceras bifrons, Harpoceras falciferum, Phimatoceras narbonans. Débrouillez-vous pour l'orthographe. Et puis en même temps, donc vous allez avoir très certainement le document grand C, donc 2 grand C, l'extension temporelle des ammonites dans les horizons de la carrière de Vryn, près de Thouars. Donc je répète, extension temporelle des ammonites dans les horizons de la carrière de Vryn. D'ailleurs, si vous tapez ce document-là, donc si vous faites cette recherche-là, vous aurez les deux autres, donc 2A et 2B en même temps, très certainement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé très facilement. Alors, donc, dans cette... alors, peut-être un petit texte d'abord. Donc, la carrière de Vryn, près de Thouars, dans les Deux-Sèvres, est classée réserve naturelle nationale du Thouarsien. On peut observer des bancs de calcaire marneux, très riches en fossiles. Les ammonites, vaste groupe de fossiles marins, y sont particulièrement abondantes et diversifiées. Donc c'est très étonnant qu'il y ait tout ça ici, cette diversification ici. L'étude méticuleuse de leur répartition verticale au sein des strates de la carrière a permis de définir 27 horizons biostratigraphiques, superposés, chacun étant caractérisé par une association de fossiles unique. Le découpage temporel ainsi réalisé est si précis que les géologues évaluent la durée nécessaire au dépôt d'un horizon à 200 000 ans seulement, ce qui est une performance remarquable. Alors, donc on vous présente donc, 3 espèces d'ammonites, Ildoceras bifrons, Harpoceras falciferum et Phimatoceras narbonans. Et puis on vous présente donc l'extension temporelle des ammonites dans les horizons de la carrière de Vryn. Donc il y a 27 horizons avec donc différentes, donc la répartition très précise
de nombreuses ammonites est faite. On en reparlera tout à l'heure. Parce que énumérer le nom des ammonites ne servirait à rien, c'est assez compliqué à lire. Et on va juste prendre un exemple à travers des questions qui vont être posées. Donc si je vous pose cette question, êtes-vous capable de répondre? Donc vous allez travailler un petit peu. Première question. Alors pourquoi est-ce que je vous donne ces 3 questions? Eh bien parce que vous allez essayer de comprendre comment les fossiles sont utilisés pour dater les roches sédimentaires. Première question, vous allez essayer de travailler tout seul. Vous allez essayer de comparer l'intérêt stratigraphique des numulites et des millioles et déterminer le meilleur fossile stratigraphique utilisable à Belleville. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, vous allez rechercher à quels horizons de la carrière de Vrine, donc près de Thouars, appartiennent les 3 ammonites présentées dans le document 2B que je vous ai énuméré tout à l'heure, que je vous ai dicté tout à l'heure. Et troisièmement, vous allez justifier une ou des coupures entre 2 horizons successifs, par exemple la coupure entre les horizons 11 et 12, et expliquer l'intérêt de considérer des associations de fossiles stratigraphiques. Alors allons-y pour approfondir un petit peu les choses. Donc vous avez vu, alors juste le rappel de ce que l'on fait. Nous travaillons toujours dans le chapitre 6, le temps et les roches. Nous avons travaillé les principes de cette chronologie relative dans les 2 cours précédents. Donc, nous essayons aujourd'hui de dater les roches sédimentaires en utilisant des fossiles. Alors, notre objectif, on l'a déjà dit, mais je vous répète, ce sera de montrer comment des fossiles peuvent être utilisés pour réaliser une datation relative. Notre objectif est, deuxièmement aussi, donc après avoir montré comment les fossiles peuvent être utilisés pour réaliser une datation relative, il s'agit ensuite d'aborder la notion de fossile stratigraphique, on en a déjà parlé, et de montrer, troisièmement, l'importance des associations de fossiles pour caractériser un intervalle de temps, ce que nous allons essayer de préciser un petit peu plus. Donc dans le document numéro 1 dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, on a des éléments informatifs sur la notion de fossile stratigraphique, et ceci permet de comparer l'intérêt stratigraphique des foraminifères, c'est-à-dire numulites et millioles, pour dater les strates sédimentaires de Belleville. Donc on va en reparler tout à l'heure. Donc il s'agit d'une activité d'observation de fossiles, essentiellement dans un premier temps. Et vous pourrez travailler sur des foraminifères, comme je vous le propose aujourd'hui, donc avec votre enseignant, mais vous pouvez également choisir d'autres taxons, dont de bons fossiles stratigraphiques, comme les trilobites, on n'en parlera pas aujourd'hui, ou des ammonites, et on va travailler sur les ammonites tout à l'heure. Ensuite, donc, on va reparler de ce document 1 tout à l'heure dans l'activité que je vous ai proposée. Ensuite, dans le document 2, qu'est-ce que permet le document 2? Eh bien, le document 2 permet d'abord de montrer, à partir de l'exemple concret des ammonites du site de Thouars, la datation précise que l'on peut obtenir grâce à l'utilisation des fossiles stratigraphiques. Et deuxièmement, ce document 2 permet de définir la notion d'horizon biostratigraphique. Et le tableau dans le document 2C que je vous ai invité à trouver sur Internet, eh bien, montre une faible extension verticale des différentes espèces d'ammonites, c'est-à-dire que ces espèces se sont donc éteintes peu de temps après leur apparition. Alors peu de temps après aux échelles géologiques évidemment, pour un certain temps quand même. Donc durant ces dépôts, notamment au Toarcien, l'évolution des ammonites a été en effet très rapide. En fait, on estime que l'extension temporelle d'une espèce n'est alors que de quelques centaines de milliers d'années. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé 3 questions. Alors, vous vous souvenez des questions, hein? Si vous voulez, je peux vous les répéter. La question, c'était comparer l'intérêt stratigraphique des numulites et des millioles et déterminer le meilleur fossile stratigraphique utilisable à Belleville. Donc ça, c'est la première question. Eh bien, si vous avez bien répondu, ou répondu à peu près comme je vais vous le préciser, alors c'est bien, vous avez réussi. Donc première question, je vous donne la réponse.
c'est que les numulites ont les 3 qualités requises pour être de bons fossiles stratigraphiques. C'est-à-dire, il y a une faible extension verticale au tertiaire, elles sont représentées par de nombreuses espèces et il y a une large répartition géographique puisqu'on en trouve en France, en Espagne, en Indonésie, en Égypte. Et contrairement aux millioles, donc ceci contrairement aux millioles qui sont présents du Carbonifère jusqu'à l'époque actuelle. Donc ça veut dire que les millioles n'ont pas le même intérêt que les numulites, puisque les numulites ont les 3 qualités requises, alors que les millioles n'ont pas les 3 qualités, puisqu'on les trouve tout le temps, partout et tout le temps. Bon. Enfin, partout peut-être pas, mais tout le temps en tout cas. Voilà, donc du Carbonifère jusqu'à l'époque actuelle. Donc, si vous regardez bien la colonne stratigraphique du document 1A, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, vous voyez qu'il y a une faible extension verticale de 2 espèces de numulites. Alors, vous avez dû trouver lesquelles. Donc, numulite planulatus, dans les sables de Cuise et la pierre Alliard. Et deuxième numulite, c'est Laevigatus, qui est uniquement présent dans la pierre Alliard. Par conséquent, et vous l'avez deviné, par le raisonnement, c'est que cette espèce est donc le meilleur fossile stratigraphique utilisable à Belleville. Alors, deuxième question, je vous relis cette deuxième question, c'est que je vous ai demandé de rechercher à quel horizon de la carrière de Vrine, près de Thouars, appartiennent les 3 ammonites présentés dans le document 2B. Alors, la réponse... Alors, voici la réponse. Donc, deuxième question. Ildoceras bifrons est présent dans les horizons 7 à 12. Premièrement. Deuxièmement, Arpoceras falciferum est présent dans les horizons 5 à 10. Et Phimatoceras narbonans dans les horizons 8 à 11. Donc, si ces 3 ammonites ont été trouvés dans les mêmes strates, il ne peut s'agir que de quels horizons à votre avis? Eh bien oui, vous avez raison, horizon 8, 9 ou 10. Donc si vous avez bien répondu à cette question, alors super. Et troisième question, je vous avais demandé de justifier une des coupures entre 2 horizons successifs, par exemple la coupure entre les horizons 11 et 12, et expliquer l'intérêt de considérer ces associations de fossiles stratigraphiques. Alors donc, troisième question, voici la réponse. Troisième question, voici la réponse. C'est qu'un horizon se définit grâce à une association particulière de fossiles. Premièrement, l'horizon 11 peut se définir par la présence de Ildoceras et de Phimatoceras et de l'absence de Arpoceras et de Cataseloceras. Donc je répète, l'horizon, premièrement, donc l'horizon 11 peut se définir par la présence de Ildoceras et de Phimatoceras et par l'absence de Arpoceras et de Cataseloceras. Deuxièmement, donc on a dit l'horizon se définit grâce à une association particulière de fossiles. Donc deuxièmement, l'association 12, enfin l'horizon 12 plutôt, pas l'association, est clairement définie par la présence de quoi à votre avis? Eh bien de Cataseloceras et l'absence de Phimatoceras. Donc on peut noter aussi la présence d'Ildoceras, de Augia et de Denchmania. Donc, le passage de l'horizon 11 à 12 est marqué par la disparition de quoi? Eh bien, de Phimatoceras et l'apparition simultanée de quoi? Eh bien, de Cataseloceras, de Augia et de Denchmania. Les associations de fossiles stratigraphiques caractérisent un intervalle de temps précis
et permettent de dater plus finement les terrains que l'observation d'un seul type de fossile stratigraphique. Donc voilà, nous avons travaillé sur la datation des roches sédimentaires grâce aux fossiles et on s'était posé comme problématique comment certains fossiles permettent-ils de dater les roches sédimentaires. Donc à travers les caractéristiques d'un bon fossile stratigraphique et à travers l'association des fossiles stratigraphiques pour affiner les datations, je pense qu'on a relativement et assez bien répondu au problème. Le cours est terminé. Merci. C'est long. Et puis alors, il y a des noms là-dedans, dans ces ammonites, notamment nummulites, etc. Alors, c'est pas à retenir par cœur, hein, pas du tout. Hein. C'est simplement, dans le cadre d'exercice, essayer de comprendre les choses. Oui, c'est vrai, c'est pas simple.